Hey, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce lundi début de semaine. Moi ça va de mon côté. Ça va de mon côté parce que j'étais en repos aujourd'hui après un long week-end à faire des marchés de Noël. Et là j'étais en repos. En tout cas, on reprend la petite semaine alterne. Samedi prochain, on rappelle que j'organise un petit tournoi amical entre viewers ou amis que je connais qui voudraient et seraient dispo pour s'inscrire. L'idée du tournoi, c'est vraiment 32 joueurs maximum. Il y aura 5 matchs à la suite. Et on joue les héros, on pourrait dire les moins compétitifs, parce que c'est les moins représentés, même si je pense qu'il y a des trucs qu'on n'a pas encore vus. Donc on joue soit Sierra, soit Tsadi, soit Orax, soit Arjun, soit Gulrang, soit Lindiwe. C'est les seuls héros qui seront autorisés lors du tournoi. Vous avez le lien dans le chat pour ceux qui voudraient encore s'inscrire, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'inscrits pour le moment. J'espère qu'il y aura suffisamment de monde pour qu'on puisse faire ne serait-ce qu'un petit tournoi, donc faut pas hésiter à vous inscrire. Hein. En sachant que le lien vous invite au tournoi, et après il faut cliquer sur s'inscrire à ce tournoi pour vraiment être considéré comme inscrit et participant au tournoi. Sinon vous ne serez pas inscrit pour le tournoi officiellement. Voilà, et donc comme je l'ai dit, c'est du BO1 tout simple, c'est de la ronde suisse. Il y aura juste 5 matchs, donc ça commence à 21h. Et ça se terminera quand ça se terminera, parce que ça dépendra de la rapidité des matchs. En sachant que j'ai déjà testé des matchs, un petit tournoi comme ça sur BGA en mode rune suisse. Les matchs s'enchaînent, c'est-à-dire que dès le dernier match terminé, vous êtes associé automatiquement et invité automatiquement au prochain match contre votre prochain adversaire. Donc en fonction de quand se terminent tous les matchs, le dernier match terminé, paf, on enchaîne un match. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire combien de temps ça durera exactement. Nous la dernière fois on a fait 6 matchs, on a fini à minuit en commençant à 21h, donc ça devrait aller assez vite quand même. Donc voilà. Il n'y a pas de règles particulières hein, vraiment pour le tournoi, c'est du BO1, les seuls héros qui sont autorisés, c'est ceux que je vous ai cités là. C'est vraiment pour mettre un peu en avant ces héros là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à participer. Voilà. Ce soir du coup on va justement essayer de deck build un des héros, peut-être 2 des héros, même si j'en ai déjà fait pas mal sur la chaîne, qui sont jouables ce samedi. On va voir ce qui peut être faisable. Pour le tournoi, moi je ne sais pas encore si je participe en tant que compétiteur ou si je me mets en tant que spectateur sur les matchs et que je stream les matchs. Et c'est un exercice que j'aimerais bien faire, donc je me dis que peut-être c'est l'occasion, vu que c'est un petit tournoi, de me mettre en tant que spectateur seulement et de dire ok je vais streamer tel un match au pif et on va le commenter. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, il reste de la place largement. J'ai pas mal de personnes qui ont dû cliquer sur le lien mais qui sont pas encore inscrits, donc j'espère qu'on aura suffisamment de monde pour samedi, sinon au pire ça sera reporté à une autre fois, hein, ça sera pas perdu. Je sais qu'il y a aussi le tournoi de Altair 6 qui se lance ce samedi-là. Mais eux, étant donné qu'ils ont une semaine pour faire tous les matchs de leur pool, de leur groupe et tout, je pense pas que ça gênera. Nous, ça durera juste une soirée et après, il n'y a plus de problème, quoi. Donc voilà. Hop là. Donc voilà le tournoi, comment il est organisé. Donc quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur ça. Faut bien cliquer sur le petit bouton que vous voyez ici, s'inscrire à ce tournoi. Faut pas ma souris, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ok. S'inscrire à ce tournoi. C'est ce qui permettra de vraiment valider votre inscription. Là, typiquement, si je regarde, le seul joueur réellement inscrit au tournoi, c'est RastaFX. Les autres sont tous en invité, c'est parce qu'ils ont cliqué sur le lien, ils ne sont pas inscrits. J'espère que vous avez... Enfin, n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas le bouton s'inscrire, mais normalement, vous devriez l'avoir. Voilà. Hop là, ici j'ai mis les informations des héros qui sont autorisés par faction. Il n'y en a qu'un par faction de toute façon. Et là je vous les ai recités, vous les avez en information dans le message qui spam régulièrement dans le chat. Et voilà pour le tournoi.
Il y en aura certainement d'autres dans le futur. Peut-être que ça sera pas des tournois. Soit je resterai sur ces héros-là pour voir si on peut les faire améliorer. Soit sinon, dans ce cas-là, on fera peut-être du standard avec tous les héros autorisés. Pour voir ce qui peut être donné, ce que ça peut donner. Sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de deck build des decks de ces personnages-là. En sachant que ces personnages-là, il y en a que j'ai déjà quand même pas mal train et joué, notamment la ligne D-Way que j'ai joué en tournoi, que j'ai joué en live. On va regarder un petit peu ces decks-là, mais comme je les ai déjà joués, celui-là, je vais pas en reconstruire un. Hatsadi, pareil, je l'ai déjà fait quelques games aussi. Le seul que j'ai réellement pas joué, je pense, c'est Arjun. Syrah, j'ai dû faire une session ou deux. Gurang, pareil, vu que j'ai une version V4, c'est que j'ai déjà fait plusieurs versions avant. Donc je pense qu'on va se concentrer sur Arjun aujourd'hui. Possiblement Sierra ou Hatsadi les prochaines fois. Parce que j'aurai pas le temps de faire tous les héros d'ici samedi, mais en tout cas c'est pour peut-être donner des pistes à certains. Même si je suis pas un grand spécialiste non plus du deck build, mais on peut essayer d'aller chercher des pistes. Notamment j'ai vu un Arjun Festival qui a plutôt bien marché. Alors je sais plus contre qui je l'ai joué, contre qui je l'ai vu, mais il avait plutôt bien marché. Il a réussi à battre, quelqu'un en vidéo. Je crois que c'est sur YouTube, j'ai dû la voir. Donc ça m'a donné envie d'essayer de tourner autour du festival Lyra avec Arjun. Donc à voir ce qu'on pourra faire. Donc voilà, donc on va deck build tout cela, un peu cela. Je vais vous montrer les autres decks que j'ai de chaque héros. Un que j'ai moins train aussi, je pense c'est Oracle, donc peut-être on fera peut-être un Oracle aussi à un moment donné. Mais si je prends mon Oracle là, c'était une piste que j'avais avec jouer des apothéoses, jouer des petits pabons de géants, jouer des Hydrakaina, parce qu'on se dit si jamais ils apparaissent avec le pouvoir d'Oracle sur les 5 marqueurs, bah ça peut être sympa, ça fait une avancée gratuite ici, ça fait un dragon ici gratuit. Et là, ça peut permettre de mettre deux personnages un peu gratuitement. Donc pour peu qu'on tombe sur une Hydrakaina et un autre personnage, ça peut être intéressant. Le seul inconvénient de l'apothéose, c'est que s'il est révélé sur le pouvoir d'Oracle, les personnages qui seront mis via l'apothéose ne redonnent pas des marqueurs pour Oracle. Là où si jamais Oracle révèle un autre personnage, lors de son pouvoir, et qui a un 0 de stat, il remet un marqueur. Donc, voilà. Ce qu'il faut faire attention, alors je sais pas si ça a été corrigé, mais ce qu'il faut faire attention, c'est que sur BGA, le pouvoir est mal appliqué. En tout cas, il était mal appliqué la dernière fois que je l'ai joué. Parce qu'en effet, quand on jouait via apothéose des cartes, il mettait les marqueurs, ce qui normalement ne devrait pas se faire. Du coup, sur le principe du deck, on a mis des cartes rapides à jouer qui ont des stats à 0, forcément. Donc, un petit héros de papier, un petit disciple studieux, enfin des disciples studieux. D'ailleurs, j'en ai. J'ai 3 cartes à 1, donc héros de papier et disciple studieux. J'ai de la Esmeralda que j'ai mis en rare. Je l'ai mis en rare pourquoi? Parce que Ravitaille en effet flèche. Et étant donné que c'est un deck qui a moins de cartes advantage que Fen, je me suis dit il faut gagner des cartes advantage via d'autres capacités, et notamment le ravitaillement de Esmeralda en effet flèche. J'ai mis de la prédictatrice de l'Ouroboros parce que c'est des stats à 0, ça gagne des boosts par-ci par-là, même si c'est pas très fort, ça peut avoir 2 boosts pour 2 ou un boost pour 2, donc ça c'est moins bien, mais si jamais pour 1 on a un boost ou 2 boosts, c'est bien aussi, c'est mieux. Donc c'est des stats à 0, c'est l'avantage, donc c'est intéressant de le mettre. Hathor, stat à 0, permet de récupérer une carte de la réserve en main, donc plutôt pas mal. Même si c'est possiblement une carte qui pourrait sauter, par exemple pour un Tanuki à la place. Alors j'ai mis des Tanuki, mais peut-être que ça peut virer pour d'autres choses, en sachant que niveau stats, on a beaucoup de montagnes et on a moins de flotte et de forêt. J'ai pourtant mis de la chroniqueuse Lyra pour justement compléter ces biomes-là. Pareil, stat à 0. Marchand de sable, stat à 0, qui permet d'avoir de la tempo vu qu'on peut endormir. J'ai une Esmeralda unique qui elle ravitaille en effet flèche, donc comme la Esmeralda rare, et qui en plus, depuis la main, lance un dé et peut ravitailler ou piocher en fonction du résultat du dé. Donc c'est un carte d'avantage de 3 cartes, cette carte-là, grosso modo. Du Tanuki pour sa beauté. Un chapelier là qui pourrait être amené à changer, mais c'est un chapelier qui permet de piocher une carte. Donc vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, on pioche une carte. Donc ça permet de mettre une carte qu'on voudrait en réserve pour repiocher une carte derrière. Donc c'est intéressant, c'est pas forcément le mieux, mais ça reste intéressant.
Tanuki Chronicles, on a vu. J'ai mis un puissant Djinn en unique que j'ai, qui a le même pouvoir que le puissant Djinn rare de chez Bravos. C'est-à-dire que s'il ne va pas en mana, si je décide de ne pas le mettre en mana, je pioche une carte. Donc encore une fois, Dieu CA. La force de ce puissant Djinn là, c'est qu'il gagne 2 boosts quand je joue de la main. Donc ça devient une 6-4-2. Et pas déconnant pour 4. Là où de la réserve, il ne gagne plus. Donc il est un peu moins fort de la réserve. Mais l'avantage, c'est qu'il peut me faire piocher. Donc ce qui est intéressant. Il peut booster mon mana, ce qui est toujours assez intéressant. Et de la réserve, il peut donner fugace à tous les personnages de mon adversaire. Ça peut être très intéressant aussi. Pour un peu de contrôle. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Il a une stat à 0, en plus c'est très fort. Paupière de l'Ouroboros, une stat à 0, des stats à 5, donc très fort en termes de body. Elle lance un dé, on peut piocher ou ravitailler quand on la joue de la main. Et de la réserve, quand on la défausse, ça réduit le coût d'une carte de 1. Donc c'est intéressant pour ça. Un effet de réserve. C'est des cas qui potentiellement peuvent sauter en vrai, parce que le deck j'ai pas performé avec et tout. Et ça prend des slots de rare peut-être un peu trop importants, que je pourrais mettre autre chose à la place, j'en sais rien. J'avais mis les Robins des Bois, mais bon, les Robins des Bois, il va falloir qu'ils sautent. Là c'est vraiment plus intéressant, ou alors ça ralentit les personnages un peu aggro. Mais en gros ça a plus trop d'intérêt. Je l'avais mis par contre parce qu'il a des stats en forêt et en eau. Là malheureusement on va perdre ses stats forêt eau pour autre chose. Donc j'espère qu'on va retrouver des stats forêt eau. C'est ce qui nous manque le plus. Du puissant Djinn en rare. Forcément parce que ça permet de booster le mana. Ça a une stat à 0, ça a des stats à 4-4 quand même, ce qui reste intéressant. J'ai mis de la Malée. Alors la Malée c'était du test, parce que c'est une carte à 5 qui peut potentiellement être jouée gratuit. Elle a pas stat à 0. Mais c'est du 5-5-5 pour 5 qui en plus peut nous faire piocher en faisant défausser une carte de la réserve. Donc je voulais le tester pour voir ce que ça donnait. Indrakeina forcément c'est une grosse carte à 7. On espère pouvoir jouer via le pouvoir d'Aurak. Qui elle, si elle reste, elle gagne 4 boosts à chaque fois. Elle est quand même beaucoup moins forte que celle de Muna qui a le Corias en plus. Là on l'a pas. Mais ça reste intéressant quand même. Surtout si elle arrive gratuitement. C'est surtout l'intérêt de cette carte-là. Cocon d'étoffe pour avoir un peu de contrôle. Je manque peut-être beaucoup de contrôle. Faut peut-être que je rajoute du contrôle, je ne sais pas. 2 petits pavons de géants pour avancer une expédition, potentiellement gagner si besoin. Apothéose de l'esprit pour jouer des cartes gratuitement. Enfin, des personnages gratuitement. Voilà ce que j'avais fait. Donc il y a forcément des choses à changer. Peut-être qu'on peut partir un peu plus contrôle en retirant les apothéoses. En mettant du entraînement capé là. Peut-être retirer les amalés aussi. Enfin, il y en a un amalé, mais on peut peut-être le retirer pour mettre autre chose. On va retirer les Robins des Bois, on peut peut-être mettre autre chose aussi. Encore une fois, du contrôle. On peut passer les croupiers en commun pour mettre autre chose en rare. On peut encore bouger un peu tout ça, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est un des decks que j'avais fait sur Aurak, qui potentiellement peut être intéressant pour certains. Salut Zupo. Donc ça peut être intéressant pour certains, pour ceux qui joueraient, participeraient à mon petit tournoi de héros restreints de samedi prochain. Même s'il y a forcément des choses à faire de mieux avec Aurak. J'ai vu des Aurak avec le festival. Je suis pas sûr que ce soit le mieux Aurak avec le festival. Je pense qu'un Fen est beaucoup mieux, ne serait-ce que par le nombre de cartes qu'il voit passer plus que Aurak. Voilà pour le deck Aurak que j'avais fait. Le deck Gulrang que j'avais fait à l'époque, je l'avais joué. Alors à la base, j'en avais fait un sans permanent. Maintenant, le transporteur en 10 reste quand même assez intéressant, même si ça nous condamne à bloquer une de nos expéditions en début de partie. Parce que du coup, en gros, on va bloquer la compagnon en mettant un jeton tous les tours. Ce qui veut dire que celui-là, quoi qu'il arrive, nous, on n'avancera pas. Mais ça ramène de la force gratos. Ça peut être, ça peut être utilisé pour des sacrifices. Donc, il pourrait y avoir un monde où on fait rentrer donc soit pour le sacrifier lui, pouvoir permettre d'avancer et tout. Il y a des choses à faire. Dans l'idée de ce deck-là, j'avais même testé les Légendes d'Arc dans celui-là. Dans l'idée de ce deck-là, c'est d'essayer de ne pas forcément bloquer les 2 expéditions, mais d'essayer d'en prendre une expédition et de bloquer l'autre. Pour ça, on va avoir les cartes d'Eor 10 en rare,
qui permettent de créer dans l'autre expédition. Comme ça, on va d'un côté, on crée dans l'autre. Donc on va bloquer l'autre côté, mais on va essayer d'avancer du côté où il y a le cadre 10. On a... Alors là, j'en ai mis un commun. Parce que en fait, le rare, j'avais pas assez de place pour le rare, mais ça faudrait certainement les passer en rare aussi, ceux-là. On avait la gardienne nordiste qui, pareil, dans le même délire, va créer un jeton dans l'autre expédition. Donc pas toujours pareil, c'est pour dire je la mets d'un côté, ça me permet d'avancer de l'autre côté. Les Ratatosk, eux ils vont créer dans mon expédition, pas forcément le mieux, c'est vraiment pas ce qu'on cherche à faire. Mais y a pas, mais en même temps c'est un bon body en fait pour Gulrang. Pourquoi? Parce que pour 3, comme il crée 2 jetons soldats, il ramène 5 de stats. Gulrang prend un boost sur tous les jetons qu'on met. Donc voilà. Donc il était intéressant. Jeanne d'Arc, moi j'aime bien Jeanne d'Arc parce que elle a 7 des stats de merde, mais si elle quitte l'expédition, que ce soit à la fin du tour ou pendant le tour actuel, elle va créer des jetons dans chacune de vos expéditions. Et là c'est la rare, donc elle crée 2 jetons dans chacune de vos expéditions. Ça veut dire qu'elle ramène 4 de force dans chaque expédition, ça bloque l'expédition. Là où ça peut être fort aussi avec Jeanne d'Arc, c'est si on la joue quand on a 7 de mana. On la joue le tour, on a 7 de mana. S'il nous la gère pas, et que même s'il avance derrière, elle, quand elle quitte l'expédition, au début du tour, du coup, enfin à la fin du tour, pardon, les jetons sont créés et donc sont prêts pour le tour où on a 8 de mana, donc où nos expéditions ne sont plus bloquées. Et donc on a déjà 4 de chaque côté sur le tour où on a 8 de mana. C'est pour ça que je voulais la tester. Je me dis qu'elle peut être pas mal, surtout quand on approche de la courbe où le mana va nous où on sera plus bloqué dans les expéditions grâce à nos 8 de mana. Les gars du monolithe, parce que bah le fait de bloquer une expédition, on peut la mettre d'un côté et on dit tiens je la mets là et au pire je te saboterai derrière. Donc c'est intéressant. Et en plus, depuis la réserve, la rare, elle peut créer un jeton dans une expédition ciblée. C'est aussi pour ça qu'on l'a mis gratuitement. Script du monolithe qui permet de ravitailler. Si on contrôle un jeton, comme l'idée c'est de mettre des jetons, bah ça sera plus facile de ravitailler. Sachant que j'ai cherché des moyens avec Gulrang de pouvoir piocher correctement ou avoir du CR facilement. Et je trouve que par exemple avec la Ozma, là je l'ai pas mise la Ozma normale, parce que là je trouve qu'avec la Ozma normale c'est difficile dans Gulrang de réussir à piocher. Parce que réussir à avoir 3 autres créatures en plus de Ozma, en sachant qu'on génère pas de jetons facilement, gratuitement, à part avec le transporteur, c'est compliqué. J'ai trouvé que c'était vachement compliqué avec Ozma de pouvoir piocher. Là j'ai une Ozma unique parce que mon Ozma unique me permet de piocher assez facilement. Il suffit juste de contrôler un jeton pour piocher une carte. Elle est un peu plus chère que l'Ozma, mais elle me permet de piocher une carte avec juste un jeton et non pas 3 autres créatures. Et lorsqu'un autre personnage rejoint l'expédition, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, on peut donner Fugace à un autre personnage. Donc elle fait du contrôle et de la pioche. Pioche en effet flèche et contrôle en passif. Donc je l'ai trouvé vraiment pas mal pour le coup. L'espionneur 10 en rare aussi, parce qu'elle crée un jeton, elle dans mon expédition, donc c'est pareil, c'est pas la meilleure. Mais en même temps, on a cherché toutes les cartes qui généraient des jetons. Que ce soit en effet flèche, en effet réserve ou en effet main. Donc c'est pour ça qu'il y a de la Jeanne d'Arc. C'est peut-être pas la meilleure, elle est peut-être amenée à sauter aussi, hein, la Jeanne d'Arc. Hein. Là, j'ai vraiment testé un peu comme avec ce que j'avais, quoi. Avec ce que je pouvais. Procuratrice hors 10, c'est une carte qui peut permettre de piocher si on n'avance pas. Mais avec cette carte-là, on a plus tendance à vouloir essayer d'avancer quand même, parce qu'elle a quand même un bon body. Et c'est juste qu'on va dire à notre adversaire, ok, je mets ça là, si tu m'empêches d'avancer, je pioche. Voilà. Mais le souci, c'est je trouve qu'on pioche pas non plus très souvent avec elle, parce que l'idée, c'est que si on s'épuise en carte, l'adversaire va pas vouloir qu'on pioche, donc il va pas nous laisser piocher. Baba Yaga, c'est la seule carte qui vraiment fait piocher à coup sûr, donc obligatoire. Ça reste un bon body en plus pour 3 et pour 2 de la réserve après, donc c'était intéressant de l'avoir. Décharger, forcément, surtout quand on arrive en fin de game, c'est intéressant, ça peut permettre de remettre des stats, alors sachant que nos jetons ont déjà des stats. Entraînement esprit d'équipe, vu qu'on va mettre pas mal de personnages en jeu, moins qu'un Sigismar ou moins qu'un... J'ai oublié son nom maintenant qu'il est plus joué, qu'un Waru, moins qu'un Waru. Ça reste quand même intéressant de pouvoir... d'avoir ça pour pouvoir dire ok, je peux gérer quand même quelque chose de... un body assez intéressant.
Adhésif, forcément, pour pouvoir gérer des permanents ou des cartes vraiment chères. Plus des permanents d'ailleurs. Et ouvrez les portes pour pouvoir créer des jetons. Là, c'est dans chacune de vos expéditions. Là, c'est pareil, ça peut être intéressant en fin de partie, comme en milieu de partie, quand on sait qu'on va pas pouvoir avancer, on dit tiens, je te fais ça, et je bloque les expéditions pour que personne n'avance. Je l'ai mis. Même si j'aime bien cette carte-là, parce que dans Gulrang, ça prend des boosts, donc c'est intéressant. J'ai quand même une réticence quand même avec les cartes chères, surtout dans Hordis. C'est que une fois que j'ai fait ça, j'ai plus grand chose à faire derrière. Donc je suis un peu à poil, et si le mec arrive à dépasser ne serait-ce qu'un côté, il va continuer d'avancer, on va juste l'avoir ralenti un petit peu. Peut-être que la rare serait mieux pour être sûr de pouvoir bloquer un côté. Mais je sais pas. Et bien sûr le transporteur Hordis pour créer des jetons qui seront en fait donc des 2/2 de base. J'ai vu aussi des decklists où on jouait le permanent en transfuge Axiom qui permet de générer des jetons, donc des 2/2 pour 1 au début de chaque tour avec 3 marqueurs sur le permanent. Je sais plus comment il s'appelle. Le Hub Escarbot, je crois que c'est ça. Et en gros, l'avantage, c'est qu'en fait, ça devient des 3/3/3 parce que c'est les jetons avec Gulrang, c'est les jetons qui sont boostés. Et comme ce sont des jetons, ils sont aussi boostés. Donc c'est des 3/3/3 qui ont défenseur tant qu'on n'a pas eu de mana, mais que du coup, ça reste encore un plus gros body que les jetons. Mais ça coûte 1 de mana au début de chaque tour. Donc il y a des pistes comme ça au niveau des permanents. J'ai vu des decklists comme ça qui tournaient beaucoup plus autour des permanents que moi. Il y a certainement des choses à changer, hein, mais j'aime bien cette version-là de Gulrang. Je trouve qu'elle est quand même assez efficace en fin de partie. Elle remonte vite. La difficulté, c'est de réussir à bien bloquer le début. Au niveau des autres decks, donc Atsadi. Hop là. Atsadi, l'idée d'Atsadi, c'est de ramp. Il faut ramp rapidement pour pouvoir poser ses grosses cartes et piocher rapidement. Donc le petit Djinn, un peu obligatoire. Au début, je le jouais en commun, je l'ai passé en rare. Parce que pour 1, c'est un après-vous qui peut être joué, c'est pour 2 de la réserve, donc au tour d'après on peut faire un autre carte à 2 ou autre, du Isunbushi pour 1 pour faire de l'après-vous, même si je suis pas un grand fan du Isunbushi, ça a des stats à 0, ça me gêne un petit peu, mais ça reste toujours intéressant si on peut prendre une XP pour 1 avec 2 de flotte, ça peut être intéressant. Les puissants jeans, pardon, pour pouvoir aussi ramp, en sachant que les puissants jeans, l'autre intérêt aussi, c'est surtout la pioche, parce que Bravos, son plus grosse difficulté, c'est la pioche. Donc pouvoir piocher avec des cartes, c'est intéressant. Armurier de la fonderie, ça c'est mon unique. Pour moi, c'est une des mes meilleures uniques à l'heure actuelle. Il y en a certainement d'autres maintenant que j'ai ouvert un peu plus, donc il y a peut-être d'autres cartes qui pourraient rentrer dedans, j'ai pas regardé. Mais vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve, si vous le faites, vous pouvez défausser un personnage ciblé avec un coup de main de 3 ou moins. Donc c'est plutôt pas mal pour pouvoir cibler un personnage de 3 ou moins, c'est défaussé, c'est même pas renvoyé en réserve, c'est directement défaussé. Donc même s'il est joué de la main, qu'il a pas fugace, il est défaussé. Donc c'est vraiment quelque chose de fort, sans aucune condition. Donc c'est vraiment bien, la seule condition c'est de mettre une carte de notre main en réserve. Et lorsqu'elle quitte l'expédition, elle laisse un jeton. Donc ça permet d'avoir de la force, ça le fait 2 fois typiquement. Je la joue de la main, au tour d'après, je sais qu'à la fin du tour j'ai une 2/2 qui arrive, ou même si elle est gérée par une intimidation n'importe quoi, elle quitte l'expédition, paf, elle me remet une 2/2 quand même. Dans une expédition ciblée en plus, ça veut dire que je peux même changer d'expédition si jamais le mec est venu en face de moi. Donc ça peut me permettre quand même de soit de prendre une expédition, ou en tout cas de gonfler une expédition pour le tour d'après. Et ça va le faire 2 fois, parce que c'est pareil quand elle sera fugace, quand elle va quitter l'expédition, on va relaisser une 2/2. Donc elle est vraiment pas mal. En plus d'avoir cet effet contrôle un petit peu qu'on peut avoir et qui peut être un peu manquant des fois chez Bravos aussi. Des Wamulan. Alors je sais que c'est pas la meilleure carte la Wamulan, je sais clairement, c'est vraiment pas ouf. Mais comme Bravos, on a du mal à piocher, qu'on peut s'épuiser très rapidement. Je me suis dit qu'une carte qui perd fugace sans aucune condition d'ailleurs, c'était intéressant, parce que ça fait une carte qu'on peut potentiellement jouer tout le temps en boucle et économiser mes cartes de main. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, c'est dans cette optique-là que je l'ai mis. J'ai pas mis le Shenlong, le Sun Wukong, pardon, parce que le Sun Wukong, il faut qu'ils soient rare pour perdre fugace, et les slots de rare, ils sont trop importants pour pouvoir mettre un Sun Wukong dedans. Alors je trouve.
Le Tomoe Gozen, parce que comme on va booster notre mana, on va facilement arriver à 6 de mana, plus rapidement que d'autres. Du coup, ça va faire une carte avec un gros body qui peut arriver rapidement. Videos Bravos pour avoir un peu de sabotage et des boosts depuis la réserve, donc un peu plus de body par la suite. Puissant Djinn, j'en ai parlé. J'ai un Tomoe Gozen unique que j'ai mis, qui est peut-être pas forcément le mieux à mettre. 3 de 6, donc il est un peu moins fort en termes de stats, mais il a une gestion de permanent au crépuscule, donc ça peut être intéressant aussi. Shenlong, il est là surtout pour pouvoir être joué quand on a commencé à avoir suffisamment de mana. C'est du 9-9-9 pour 6 avec du Corias, donc il va faire proc le pouvoir d'Atsadi qui va nous permettre de piocher. Alors si on n'est pas à plus que 6 en marqueur, bien sûr. J'ai un Shenlong unique, pareil. Corias 1, vous pouvez défausser une carte de votre réserve. Si vous le faites, vous pouvez renvoyer un personnage ou un permanent ciblé de coût 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Alors, c'est pas de la gestion, c'est de la tempo, parce qu'on renvoie dans la main. Mais ça permet de temporiser quand même pas mal. Ça gère les 4 ou moins, donc les permanents à 4 ou moins, les cartes à 4 ou moins. Donc ça devient intéressant, c'est une espèce d'intimidation. Et depuis la réserve, quand il est joué depuis la réserve, il pioche une carte. Donc c'est l'intérêt, derrière c'est aussi la pioche. C'est pour ça que je l'ai mis. Le Sakarabrou, pourquoi? Parce que le Sakarabrou, notre idée à nous, c'est qu'au début on va certainement perdre des expéditions. L'idée du Sakarabrou, c'est de 1, il va pouvoir faire reculer les expéditions, tout en ramenant quand même un body. Donc ça permet de temporiser l'avancée d'expédition de l'adversaire, pour arriver jusqu'à notre paroxysme à nous, et sortir les grosses cartes qui peuvent nous faire gagner. De 2, quand il est joué de la réserve, son coup de main c'est toujours 7, donc il peut potentiellement faire proc 2 fois le pouvoir d'Atsadi. Donc il est bien pour ça. Keibara, j'ai pas mis les rares parce que j'avais plus d'emplacement de rares. Mais pour 8, c'est une 6-6-6 qui est gigantesque, donc il compte dans les 2 expéditions, qui a du Corias. Le Corias étant l'écart entre nos deux personnes, entre nos deux jetons. Seulement les écarts, les cases vides entre. Pas du point du jeton A à point du jeton B. Non, c'est vraiment les cases vides au milieu. Donc si jamais on n'a pas beaucoup avancé, et ben c'est un Corias qui peut potentiellement être du 2-3 en Corias. Si par contre on est collé, bah c'est un Corias 0. Par contre si on a une case d'écart, c'est Corias 1. Donc c'est un Corias variable, mais qui peut être efficace. De la main tendue pour pouvoir faire perdre du fugace pour encore économiser des cartes. Ou pour rapidement peut-être potentiellement faire tour 1, petit Djinn, dans le tour 1 on fait une main tendue pour que le petit Djinn perde tout de suite en mana. Il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. Pour pouvoir garder peut-être mon armurière qui va revenir de la réserve à chaque fois et qui va pouvoir contrôler une carte à chaque fois, ça peut être intéressant. De l'intimidation. Pour de la tempo. Oui, c'est de la tempo plus qu'autre chose, parce que ça permet de gérer les 4 ou moins. C'est toujours surprenant, ça coûte que 2, donc c'est toujours bien. De l'éruption mana, parce que quand on booste le mana, sacrifier une orbe de temps en temps, c'est peut-être moins grave. Quand on a de l'avance en termes de mana ou qu'on est au moins à égalité avec notre adversaire, surtout en fin de partie, ça permet de gérer des cartes qui nous font chier. Donc ça peut être intéressant. Canalisation de mana pour booster le mana, encore. Donc on a 3 cartes de boost de mana entre le canalisation, le puissant Djinn et le petit Djinn. Et après on a un peu de tempo contrôle et du saboté quoi. Et des grosses cartes. Voilà ce que j'avais fait moi, qui j'avais bien apprécié, ça marchait plutôt bien. Après c'est un peu lent, c'est difficile à se dire, mais ouais. Ce qui manque beaucoup à Bravos, de toute façon c'est la pioche. Comme j'ai pas d'unique qui pioche malheureusement, c'est compliqué. Voilà pour le deck Atsadi que j'avais fait. Syrah, alors Syrah je l'ai pas trop travaillé, ça a été un deck permanent, j'en ai vu qui tournait plutôt bien. L'idée que j'avais fait de ce deck là là-bas c'était d'avoir des permanents avec des effets flèches et de redéclencher les effets flèches avec les effets des cartes, donc l'entraînement mécanique, il y avait quoi d'autre, c'est lequel qui refait, c'est le Jian aussi, je crois qu'il redéclenche les effets flèches. Enfin voilà, l'idée c'est d'essayer de redéclencher les effets flèches pour soit faire tourner notre deck à mort avec les ravitaillements, la pioche et autres, soit pondre des scarabots qui seront boostés via la ruche des scarabots. Donc j'ai vu des decks avec moins de permanents que ça. Ils n'avaient pas la fonderie typiquement. Ils jouaient avec l'Ouroboros ici et le recycleur.
la ruche, et je crois que c'est tout. Je suis même pas sûr qu'il joue avec le hub. Donc peut-être qu'il faudrait partir sur ça. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai joué avec pas mal de permanents. Il y a du décharge de Kéléon parce que c'est pour moi un des meilleurs contrôles qui existe quasiment. Pour 3, on gère 4 ou moins, donc ça gère les festivals Lyra typiquement. Ça gère des créatures, des decks un peu aggro. Comme on n'a pas beaucoup de decks qui jouent à des grosses cartes, bah celui-là il est plus valorisé, je trouve, que le saut adhésif. Donc voilà. En termes de cartes, on a de la mécanicienne qui permet de réduire les coûts des permanents de la réserve. Donc notamment pour essayer de jouer notre ruche plus rapidement, qui coûte 6 de base, hein, mais si on peut la jouer rapidement, bah tant mieux. Récupérateur Axiom pour avoir du ravitaillement depuis la réserve. Ingénieur de la fonderie en rare qui permet de réduire de 2 le coût d'un prochain permanent quand il est joué de la réserve. Quand elle est jouée de la réserve, donc ça permet de potentiellement, si on a 6 de mana, on peut très bien dire bah, je tempo en faisant ingénieur, puis je pourrais quand même jouer ma ruche et j'aurai quand même des stats sur le terrain. Le Jian qui permet justement de redéclencher les pouvoirs des effets flèches depuis la réserve. Donc il peut potentiellement se remplacer si on utilise ça sur un effet flèche de ravitaillement. Bah, il va se remplacer lui-même. Si c'est de la pioche, bah, il va être un poil plus avantagé parce que du coup, au lieu d'avoir une carte qui est en réserve, on va avoir une carte en main. Et si c'est un jeton Scarabot, bah, c'est une 2-2-2 voire 3-3-3 vu que c'est avec la ruche. Donc c'est plus intéressant que de rejouer un Jian. Et ça pour gratuit. Donc c'est intéressant pour ça. J'ai un Jian unique qui, en effet flèche, vous pouvez défausser une carte de votre réserve. Si vous le faites, il gagne un boost. Donc ça devient une 3-2. Donc c'est la même chose grosso modo que le Jian ici. Il reprend les mêmes stats. Mais il coûte un poil moins cher de la réserve. Il coûte que 1 de la réserve. Et on n'est pas obligé de le faire. Et il a toujours ce pouvoir de redéclencher les effets flèches. J'ai un élémentaire de Kéléon unique. Alors, j'avais pas des uniques très fortes à l'époque. Il faudrait que je regarde si j'en ai pas des mieux. Mais en gros, celle-là, depuis la réserve, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Pas forcément très intéressant dans Sierra. Sauf pour peut-être mettre un Jian qui va redéclencher un effet flèche et autres. Lorsque vous créez un jeton, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si c'est un permanent, les autres robots autres que moi contrôlent un boost. C'est celui que je trouvais le plus intéressant parce que du coup, avec l'élémentaire de Kéléon, on peut dire, ok, je le joue de la réserve. Je mets mon Jian en réserve. Avec mon Jian, je déclenche l'effet flèche, je recrée un jeton. Le fait de recréer un jeton, tous les jetons auraient pu être créés avant, au début du tour ou autre, ils ont tous gagné un boost. Donc c'était plutôt intéressant juste pour ça. De la Hogun qui va booster tous les robots de +1. Donc c'est plutôt intéressant, surtout que si on joue de la ruche et des hubs, comme là, on va prendre des jetons au début de tour. Donc le fait de les prendre au début de tour, il en a déjà sur le terrain, on peut jouer ça direct, il va gagner au moins un boost minimum si on a la ruche, et si on a le hub à côté, bah, on peut faire gagner au moins 2 boosts, donc 2 de stats pour 2. Pour 2 en plus des stats qu'elle ramène, donc c'est vraiment intéressant. Hogun unique, qui permet, en effet flèche, vous pouvez activer les déclencheurs flèches d'un permanent ciblé. Et vous pouvez, en effet main, vous pouvez, si vous contrôlez 2 repères ou plus, les robots que vous contrôlez autres que moi gagnent un boost. Je la trouvais intéressante, même si elle perd l'effet flèche de l'autre Hogun. Je la trouvais intéressante sur le principe parce qu'elle déclenche les effets des flèches. Donc si on a la ruche, typiquement, si on a la ruche et le hub par exemple, au début du tour, avec le hub, on crée un Scarabot. Puis avec la ruche, on crée un Scarabot. Puis derrière, elle redéclenche l'effet flèche, donc elle recrée un Scarabot avec la ruche, l'effet flèche de la ruche. Puis, vu qu'on l'a joué depuis la main et qu'on a 2 repères, les 3 jetons qu'on a gagnent un boost. Donc ça nous fait 3 de stats au lieu des 2 de stats que l'autre Hogun ramène. Pardon. Le seul truc, c'est que là, depuis la réserve, elle ne fait plus cet effet-là. Par contre, elle recrée quand même un Scarabot. Elle peut réduire aussi les coûts depuis la réserve, elle peut réduire le coût d'une carte de la réserve. Donc, c'est pour ça que je la trouve intéressante. C'est peut-être pas la mieux, mais je me suis dit que ça redéclenche les effets flèches. C'était l'idée du deck de redéclencher les effets flèches, donc let's go, on la met. Armurier de la fonderie. Armurier de la fonderie parce que c'est une carte très forte. Elle a déjà été montrée par d'autres personnes. À elle seule, elle ramène 4 de stats pour 3. Et elle peut les split ses forces ou mettre tout d'un côté pour être sûr d'avancer d'un côté ou essayer de gratter 2 expéditions, voire bloquer des expéditions. Donc, c'est un bon tour 1, ça reste un bon tour 2.
C'est vraiment une bonne carte. Et dans ce deck là, bah, ça crée des jetons qui seront boostés, qui peuvent être boostés par Léo Goon et autres. Donc ça reste intéressant. De la flèche clochette pour avoir un peu de saboté. C'est clairement pas la meilleure carte du deck, ça peut potentiellement sauter, il y en a qu'une d'ailleurs. Dr Frankenstein, parce que ça redéclenche les effets flèches, donc forcément, vu que c'est ce qu'on cherche à faire, bah c'est intéressant. C'est un bon body mine de rien aussi. Je l'ai pas mis en rare, parce que même si c'est en rare, ça coûte que 2. C'est pas non plus une carte clé du deck, donc je voulais pas la mettre en rare. Et voilà, puis après je vous l'ai montré, entraînement mécanique pour redéclencher les effets flèches. L'avantage de l'entraînement mécanique, c'est coûte 1 et 2. Donc ça va être pour 3, on peut mettre 2 scarabots typiquement. Pour 3, on peut ravitailler ou piocher 2 fois. Donc c'est intéressant. Voilà au niveau du deck Sierra que j'avais fait moi de mon côté. Au niveau Lindy Way, de toute façon on a fait quoi là? On a fait Gulrang, Aurak, Hatsadi, Sierra. Il nous en manque donc 2. Il manquera Arjun et Lindy Way. En sachant qu'on va certainement retravailler sur Arjun aujourd'hui, parce que Arjun c'est celui que j'ai le moins travaillé. J'ai même pas fait j'ai même pas travaillé même en live. Donc Lindy Way. Alors Lindy Way, j'aime beaucoup la mécanique de Lindy Way, même si il manque clairement des cartes et tout. Et je sais qu'il y a des choses à faire. En sachant que là, j'ai dû rechanger mes... Ouais, j'ai changé mes uniques parce que j'ai dû rendre les uniques que j'avais moi à l'époque dans ce deck-là. Mais le principe de Lindy Way, pour ceux qui connaissent pas, c'est que elle peut invoquer gratuitement pendant son tour, enfin quand elle est première joueuse, un mot. Et les secondes à jouer, il faut qu'elle paye 1 pour invoquer un mot. Le mot il a 0-0 de ça, donc c'est un jeton qui vient du côté compagnon. Par contre, le mot il a une capacité qui dit qu'à chaque fois qu'on sacrifie une carte, lui il gagne 2 boosts. Ce que j'aime beaucoup avec le deck Lindy Way, c'est qu'on peut jouer avec le cerveau de notre adversaire. Pourquoi? Parce que quand on est premier joueur, on peut très bien dire ok, j'invoque mon mot. Et là, je te joue une carte, je peux te jouer une méduse lunaire, je peux te jouer une augurisme ou n'importe quoi. Et là, notre adversaire va se dire ok, alors s'il sacrifie ça, il va booster son mot, donc il peut passer de ce côté-là. Mais si je lui tue son mot, bah, peut-être qu'il pourra pas l'utiliser, etc. Donc en fait, il y a un petit brain comme ça où le mec il va pas savoir si il doit gérer le mot, pas gérer le mot, attendre de voir, il sait pas trop. Moi je suis tombé sur des ennemis quand j'ai fait le tournoi de Paris. De Paris. La Villepinte là. Les mecs, ils savaient, et comme ils ont pas l'habitude de jouer contre Lindy Way, ils savaient pas si... Il y en a beaucoup qui ont géré le mot alors qu'il avait 0,2 stats typiquement. Bah, en faisant ça, bah, très bien, pas grave, moi je peux jouer d'autres cartes à côté. Et lui il a claqué un contrôle sur une carte qui avait 0,2 stats. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Et au pire du pire, si jamais on joue d'un côté et que le mec se vient en face, on peut très bien dire ok, j'invoque mon mot, je sacrifie, je vais de l'autre côté. Donc en fait on peut basculer les forces d'un côté ou de l'autre. Ce que j'ai vu en vidéo, dans certaines vidéos, c'est que les mecs disaient oui, alors en fait c'est facile de jouer contre un Lindy Way parce qu'en gros il va toujours essayer d'avancer du côté où il y a son mot, parce que c'est là où il a le plus de force, il va pouvoir le booster et tout et tout. Bah c'est pas forcément vrai. En vrai c'est pas forcément vrai. Il peut justement se servir de ça pour vous faire croire qu'il va essayer de passer par là-bas. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Donc au niveau du deck, il y en a plusieurs qui m'ont dit ouais les méduses communes suffisent, ou alors il faut les méduses uniques qui ont le même effet que la méduse ou qui peuvent se sacrifier elles-mêmes. Bah oui et non. Moi ce que j'aime bien avec les méduses rares, c'est le deuxième effet de la pioche. Piocher c'est toujours très fort, c'est vraiment très fort, et là c'est piocher pour 1 grosso modo plus un sacrifice. Mais c'est une carte qui fait piocher pour 1. Ça veut dire qu'elle se remplace, elle te refait un peu de carte advantage, elle va potentiellement booster le mot si elle est sacrifiée pour la pioche, donc du coup si tu as ton mot en place, ça te ramène 2 stats pour piocher une carte. C'est vraiment... Je pense que moi la méduse, si t'as pas les méduses uniques, pour moi la méduse rare elle est quasiment essentielle. Je la vois comme essentielle, pour de la pioche en plus. Quand t'as beaucoup de pioches, tu fais tourner plus facilement ton jeu, et tu vas trouver des solutions plus facilement face à ton adversaire. C'est pour ça que je vois ça. De la méduse lunaire en 3 exemplaires, c'est juste que j'ai les 2 fois des deux éditions. D'ici plus studieux, pour avoir de l'après-vous, potentiellement de la réduction de coûts pour les sorts et autres. C'est pas la carte clé, ça peut potentiellement être sacrifié aussi. Même si on préférait sacrifier une méduse ou une augurismire, ça peut être sacrifié. Donc c'est voilà. Fait des dents pour du saboté. Je la mets pas en rare, ça pourrait être une rare, on pourrait la mettre en rare.
Mais pour la mettre en rare, ça veut dire qu'il faut que je retire une rare d'autre chose. Et à part la Baba Yaga, je vois pas ce que je pourrais passer en commun. Donc Fée des Dents, pour le moment, elle est en commun. À sabote, ça coûte que 2, c'est pas non plus excessivement cher. L'Augurismir, la force de l'Augurismir en rare, il y en a beaucoup qui me disent ouais, l'Augurismir commune suffirait. Moi, je pense pas. Parce que la force de l'Augurismir, c'est le fait que les stats qu'elle a, si tu la sacrifies, elle les redistribue ailleurs. Si jamais tu arrives à mettre, j'ai une bêtise, si tu mets une méduse d'un côté, ton mot de l'autre côté, tu peux très bien dire ok, je sacrifie mon augure, mon mot va prendre 2 de stats et je mets les 2 de stats sur ma méduse. Comme ça, j'ai des forces de deux côtés. Ou alors tu mets tout sur ton mot et ton mot il passe à 4-4 au lieu de 2-2 pour un sacrifice. Donc je trouve ça vraiment bien. Ça très fort. Donc c'est pour ça que moi je la vois presque pas, peut-être pas essentielle, parce qu'il y a peut-être moyen de trouver des mécaniques autres et de pouvoir se passer d'elle, mais si on joue avec l'augure, pour moi il faut l'augure en rare. Paf paf paf, ça c'est mes uniques, on les verra après, je pense qu'il faudra les changer. De toute façon, l'alchimiste de 4 gears. Salut Lufolinette, lutin couette couette. Au niveau de l'alchimiste, l'alchimiste il serait mieux en rare, mais c'est toujours pareil, on arrive sur le même problème, c'est que les rares, je ne sais pas quoi libérer à part potentiellement la Baba Yaga. Le truc c'est que les stats de la Baba Yaga sont en commun, sont ces 2-1-2, alors que là c'est du 3-2-2, donc c'est quand même des stats plus équivalents à un alchimiste commun, parce que l'alchimiste commun quand il jouait de la main c'est une 3-3-3, là on a une 3-2-2, donc en fait on égalise un peu les forces, plutôt que de dire ok je vais avoir un alchimiste plus fort, mais par contre une Baba Yaga moins fort. Ça veut dire que si t'as pas l'alchimiste, t'auras pas de gros body, si t'arrives à avoir l'alchimiste, bah tant mieux, t'as un gros body pour 3, mais si tu l'as pas, bah t'as qu'une 2-1-2 pour 3. Donc je préfère avoir des stats équitables, ça c'est un choix personnel, je préfère avoir des stats équitables pour avoir plus de chances de trouver, d'avoir des cartes qui me permettent de passer quand même. La Baba Yaga fait piocher, donc c'est essentiel dans le deck aussi pour faire tourner le plus possible notre deck. Ensuite, en termes de sorts, entraînement magique, c'est de la pioche. C'est surtout, ça se renouvelle elle-même, parce que c'est un après-vous plus qu'une pioche réelle. On joue une carte pour avoir une carte. Le don de soi, pour moi, une carte essentielle dans ce deck-là. Peut-être pas en 3 exemplaires, on peut peut-être le laisser en 2, mais c'est une carte qui permet de sacrifier et qui fait piocher 2. Et la combo que je trouve pas mal, c'est Méduse qui vient de la réserve, don de soi dessus, ça veut dire que ça nous a coûté 3, et pour 3 on pioche 3 cartes, tout en donnant des stats à Mo. Parce que si Mo est invoqué, il prend 2 de body, et nous on a pioché 3 cartes. Je trouve ça très fort. Je crois pas qu'il y ait la seule carte qui fait piocher 3 à l'heure actuelle, c'est une carte qui coûte 4 de la main et 5 de la réserve. Pour juste piocher 3 cartes. Là, pour 3, on pioche 3 cartes et on met en plus 2 de body. Et donc par rapport à la Méduse qui était en place, qui était 1-0-1, bah là ça devient une 2-2-2, donc on fait une plus-value de 1-2-2-1. Donc c'est vraiment, pour moi, cette carte-là est vraiment importante. Les Zou, bah c'est les cartes obligatoires dans ce deck, dans les decks Izmir, hein, clairement, c'est un petit contrôle. Les Boom, pareil, là c'est une défausse directe en sacrifiant une carte, donc sacrifie une Méduse qui serait fugace, tu pioches une carte, ou une Méduse qui est pas fugace, ça va en réserve, tu peux la rejouer derrière, tu défausses un personnage ou un permanent sans aucune condition. Et comme toi tu es un deck qui est orienté sacrifice, bah tu peux potentiellement booster ton mot comme ça, ou même à l'inverse, tu peux même invoquer ton mot, sacrifier ton mot, et donc tu as sacrifié 0 de stats, et ça t'a rien coûté en plus, vu que tu as juste invoqué une créature potentiellement gratuitement, et ça t'a rien coûté, tu as sacrifié une carte, et tu as détruit une carte, pour 3. Donc c'est vraiment pas mal. Donc les booms, on a dit. Portage, j'en ai mis un, mais c'est une carte qui potentiellement peut sauter. Pourquoi? Parce que je trouve pas, vu qu'on a les booms, je trouve pas ça le plus essentiel possible. Je pense pas que ça soit vraiment essentiel, ça coûte cher. Même si ça a aucune condition pour défausser quelque chose, je trouve ça cher en sachant qu'on a les booms, quoi. Petit pas à bond de géant pour essayer de terminer les parties des fois. Donc même souvent d'ailleurs, hein. On a souvent à réussir à avancer d'un côté et l'autre de l'autre, et bah du coup soit on arrive à prendre un avance, et dans ce cas là on avance et on a un avance, donc potentiellement on peut gagner à l'avancée,
Et dans tous les cas, le petit pas mondial il fait plaisir en disant tiens que c'est bon, je suis collé, je fais petit pas, taper un dessus. La Isba des Babas, c'est une carte qui alors je l'ai mis en rare là, pour être jouée en commun, mais en commun elle coûte 1 de plus. Mais elle a les mêmes capacités, c'est-à-dire qu'elle a l'effet flèche pioché et elle a la même capacité de dire je sacrifie une carte, je fais un après vous. Je la joue en rare parce que je considère que piocher, si c'est juste pour piocher une carte, enfin si pour piocher une carte, je préfère payer 2 pour piocher une carte et pouvoir faire des après vous que de devoir payer 3. Clairement. 3 pour piocher une carte, je trouve ça trop cher. Là, 2 c'est moins contraignant. Ça fait un permanent, tu peux avoir un potentiellement bon tour 1 si t'es premier joueur, si tu fais Isba de Baba, tu pioches une carte, le mec joue quelque chose d'un côté, toi tu joues peut-être seulement Méduse lunaire, invoque ton mot, tu sacrifies avec la Méduse, tu sacrifies ta Méduse lunaire pour mettre des stats de l'autre côté, tu peux passer potentiellement. Donc il y a des trucs intéressants à faire avec en entourant Isba de Baba et Méduse lunaire. Voilà pour le deck Lindywa que j'avais moi. Elle est certainement pas parfaite, je l'ai pas non plus travaillé comme pas possible, je l'ai joué pendant une semaine ou deux avant le tournoi, donc voilà, mais je le trouve vraiment très bien, je me suis bien amusé en tout cas, bien régalé avec ce deck là. Voilà pour Lindywa. On va regarder le deck Arjun que j'avais fait, sachant qu'on va certainement le changer. Parce qu'il n'est pas assez efficace. J'avais essayé de faire quelque chose d'assez agressif. Et on m'avait surtout parlé d'un deck Arjun avec des Quetzalcoatl et tout. Mais le problème que j'ai avec ce deck là, c'est que je trouve qu'il y a trop de cartes à 3. Et donc avant de pouvoir les ancrer, il faut un certain temps. Ou alors si tu vas jouer une carte tour 1, partir en réserve. Et c'est celle-là qui va te servir à ancrer la prochaine que tu vas jouer. Donc tu vas vite t'épuiser en termes de cartes. Et tu passes souvent 2, 3, voire 4 premiers tours à ne jouer qu'une seule carte. Parce que t'as pas assez de mana pour jouer plus d'une carte, vu qu'il y a très peu de cartes qui coûtent peu. Donc j'avais mis du Cernunnos parce que c'est du gros body pour 3. Donc il y a 3 Cernunnos. J'avais mis du Quetzalcoatl qui est quand même un bon body intéressant pour 3 et qui en plus peut générer des jetons si notre adversaire pioche. Pourquoi on avait joué avec les Quetzalcoatl? Parce que derrière on a les filles d'Yggdrasil. Les filles d'Yggdrasil font piocher les 2 joueurs, donc notre adversaire. Donc si jamais on est à un tour, on peut faire Quetzalcoatl plus filles d'Yggdrasil. On joue Quetzalcoatl, on joue filles d'Yggdrasil. Ça veut dire qu'on ramène déjà 5-5-3 de stats plus les 3-3-3 de Quetzalcoatl. Et en plus on va pondre une 1-1-1 parce qu'on aura fait piocher notre adversaire. Donc c'était plutôt intéressant comme combo. Il y a de la Kitsune aussi qui permet de faire piocher les adversaires. Donc c'était pour ça que Quetzalcoatl était dedans. De la soigneuse Mouna pour essayer d'ancrer nos personnages. Ou avoir une carte qui va rapidement en réserve pour avoir ancré avec le pouvoir d'Arjun. Marchand de Mouna pour avoir du ravitaillement. Parce que c'est pareil, Mouna galère un petit peu à ravitailler et piocher. Brouilleur Axiom en unique. Qui depuis la réserve sabote. Donc c'était pour avoir un peu de contrôle. Et lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, vous pouvez payer 1 si vous le faites, un personnage ciblé gagne un boost. C'est anecdotique parce que je n'aime pas les cartes où il faut payer 1 de plus. C'est juste qu'en Mouna, j'ai vraiment des uniques à chier, autant le dire. Fille d'Yggdrasil en rare. En rare, pourquoi parce que j'ai besoin de piocher moi aussi. Il n'y a rien de plus chiant que de faire piocher que son adversaire. Idem, toi aussi tu as des uniques à chier en Mouna. Donc il n'y a rien de plus chiant que de faire piocher son adversaire. Donc pour moi, la rare est essentielle pour ça. Pour nous aussi piocher. Druide de Mouna parce que reste un bon body qui peut faire gagner ancré depuis la réserve, donc ça peut permettre de gagner des cartes, de garder des cartes en ancré, notamment pour le jeu. L'aloe vera, alors là pour le coup l'aloe vera on la joue en normal parce qu'on a le pouvoir d'Arjun qui permet d'ancrer. C'est pour ça qu'on la joue en normal et non pas en rare. On n'a pas besoin de la payer plus pour l'ancrer, on a le pouvoir d'Arjun pour l'ancrer et au pire on a les soigneuses, on a les druides de Mouna. Danseuse d'étoffe. Si on contrôle au moins un repère, on ravitaille. Je joue un repère, mais comme je joue que en 2 exemplaires, il y a peu de chances que je l'ai. Donc cet effet-là, pour moi, je le
compte pas réellement, même si c'est dommage parce que j'aimerais bien pouvoir ravitailler. L'intérêt de cette carte-là, c'est surtout l'effet de main qui dit chaque personnage contrôlé par le joueur ciblé gagne fugace. Donc en mode contrôle un petit peu, j'arrive, je suis paf, dans tout fugace. Comme ça, il s'épuise un petit peu. Et de la réserve, le prochain personnage gagne un boost. C'est anecdotique aussi. C'est vraiment, je l'ai vraiment mis pour son pouvoir de contrôle qui est là. La Kitsune en unique que j'ai, au crépuscule, chaque joueur peut piocher une carte. Donc c'est pareil, au crépuscule, vu que c'est le début du crépuscule, le Quetzalcoatl n'a pas encore quitté, si je dis pas de bêtises, le terrain, ça veut dire qu'il génère un jeton. Mais le jeton pour le coup restera, il me semble. Je me trompe peut-être, je sais plus. Bon, j'ai pas regardé les tempos, mais c'est pas impossible que ça reste. Et lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, si vous contrôlez au moins 3 personnages jusqu'à 2 personnages ciblés, gagne un boost. Ça, c'est pas impossible de réussir à le faire, mais comme toutes mes cartes coûtent 3, c'est assez difficile quand même dans ces mécaniques-là, ou alors c'est très late game. Donc c'est pas la meilleure carte, mais l'idée du deck, c'est vraiment on essaie de mettre des cartes à 3 maximum pour pouvoir les ancrer avec le pouvoir d'Arjun. Il n'y a pas de cartes plus chères que ça. Donc après de la Fidarisil encore. Dans l'idée du deck, comme on a besoin d'avoir des cartes en réserve pour pouvoir ancrer, il nous faut des cartes qui se jouent qui soient pas trop chères. Donc on a l'entraînement à Capella, qui n'a pas fugace et qui peut donner fugace à une carte. Et derrière, ça fait une carte en réserve qui peut être sacrifiée pour ancrer derrière. Donc ça peut être un très bon tour 2. Ça peut être un tour 2. Je fais entraînement à Capella. Je refugace une de ses cartes. Ça part en réserve. Je joue une carte à 3. Avec le pouvoir d'Arjun en disant je défausse mon entraînement. Je joue ma carte. Elle est ancrée. Le sommeil réparateur dans le même principe. Il joue une carte. On l'endort. Elle va en réserve. On active le pouvoir d'Arjun. On sacrifie le sommeil. On joue une carte à 3 et il est ancré. Du récolté. Pareil, pour du ravitaillement, donc ça fait un peu de plus-value, ça fait une carte en plus qui va en réserve, et c'est une carte qui peut être sacrifiée pour le pouvoir d'Arjun. Alors j'avais mis du chargé en me disant, bah on a le Quetzalcoatl, donc on va potentiellement avoir pas mal de jeux, réussir à mettre pas mal de jetons. En fait c'est pas vrai, ça va vite sauter. Typiquement si je refais un deck, c'est là, je la mettrai pas. Parce que ça prend un emplacement de rare, pardon. Alors que ça n'a pas de grande plus-value. Par contre, comme on a des cartes qui s'ancrent, c'était aussi l'intérêt, c'est qu'une carte qui est ancrée, typiquement un Quetzalcoatl que tu ancres, même si tu lui mets un boost, même si c'est pas rentable, le fait de pouvoir lui mettre un boost, ça peut être intéressant. Donc peut-être qu'on va jouer avec les abreuvés plutôt qu'avec les chargés. Cocon d'étoffe pour avoir du contrôle. Le fuseau pour avoir un peu de coriace sur nos cartes pour que ce soit pas facilement gérable. Voilà ce que j'avais fait comme deck. Qui pour moi n'est pas vraiment, il n'est pas vraiment efficace. Hein. Là, clairement, je vais chercher je vais essayer de partir sur l'option Festival Lyra et voir comment on peut build pour essayer de faire Festival Lyra avec du Arjun. Donc je vous propose qu'on fasse un nouveau deck Arjun et qu'on parte là-dessus. Voilà pour les 6 héros. Donc je rappelle, ça c'est les 6 héros qui seront jouables pour le tournoi que j'ai préparé pour samedi. C'est un petit tournoi de 32 joueurs, 5 matchs sur BGA. Les seuls héros autorisés, c'est ceux-là. Donc c'est Arjun, Aurak, Gulrang, Hatsadi, Sierra et Lindiwei. Les héros, on va dire, les plus boudés de chaque faction. Dans l'idée, c'est vraiment juste histoire de faire un tournoi amical, de faire un peu briller ces decks-là le temps d'un petit tournoi. Et on peut voir ce qui peut être faisable, ce qui peut être fait comme deck. Moi, il y a des chances que je ne participe pas au tournoi, mais que je sois là plus en tant que commentateur, en streamant un match par-ci, un match par-là, en prenant aléatoirement ces matchs. Parce que j'ai envie de me prêter l'exercice du commentary. Donc voilà, si jamais j'ai besoin de jouer, je jouerai, mais sinon c'est ça. Pour ceux qui l'auraient pas vu, donc il y a un lien qui tourne en boucle dans le chat. C'est le lien pour être invité au tournoi là. Vous pouvez vous cliquer sur le lien, vous serez juste invité et après vous avez juste à cliquer à s'inscrire à ce tournoi pour être officiellement inscrit et automatiquement redirigé vers le tournoi quand le tournoi commencera. Il commence à 21 h samedi et se terminera normalement avant minuit, je pense. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui souhaiteraient participer. Donc, partons sur un nouveau deck. Muna. Arjun. On va faire un Arjun Festival. Arjun Fest. Bien.
Alors, pour faire le festival, ce qui peut être intéressant, déjà, on peut avoir la Coppelia. La Coppelia, pourquoi? Parce que si on arrive si on arrive à la mettre de la main en réserve, elle vient avec endormi. Ça peut être intéressant. En plus, elle vient gratuitement avec endormi. Donc, typiquement, il y a la petite combo élémentaire de Kelon Coppelia qui peut être intéressant. Notamment pour pouvoir faire venir 2 créatures pour 2 grâce à l'élémentaire de Kelon. Voilà. Donc, on va regarder ce qu'on a. Je sais que je crois que les Coppelia, j'en ai malheureusement pas 3. J'en ai que 2. J'en mets 2. Les élémentaires de Kelon, je pense pas que j'en ai beaucoup non plus. Je vais y arriver. J'en ai que 2 aussi. Bon. Ça rééquilibre les choses. Donc on risque d'avoir du mal à avoir les 2 en même temps pour faire ça. On verra si on y arrive. Ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'idée, c'est qu'on va jouer avec, du coup, le festival de Lyra. Donc déjà, on va devoir prendre le festival... On va devoir prendre le festival de Lyra. On va en mettre 3, on verra si on devra repasser à 2 plus tard. Le festival de Lyra chez les Muna, il fait piocher en effet flèche. C'est les mêmes conditions que pour gagner le festival, c'est-à-dire qu'il faut avoir 3 personnages différents, avec un personnage qui a fugace, un personnage qui est endormi, un personnage qui a ancré. Ils peuvent avoir que les autres effets, il y en a un qui peut être endormi, ancré, c'est pas gênant, mais tant qu'on arrive à avoir les 3 symboles sur 3 personnages, différents, on gagne la partie. Donc dans l'idée, voilà, c'est ce qu'il faut qu'on essaie de faire. Donc il va nous falloir du endormi, du ancré. Alors le ancré, l'avantage c'est qu'on peut le faire avec le pouvoir d'Arjun. Et on peut le faire avec certaines cartes qui viennent ancrées. On peut le faire avec les effets de réserve. Donc le ancré, je pense que c'est pas le plus gros problème chez Muna. Le plus gros problème pour moi chez Muna, c'est le endormi. Pour le endormi, on a sommeil réparateur. Alors, est-ce qu'il vaut pas le coup? Non, il vaut pas le coup en rare, donc il va rester en commun. On va en mettre 3 à coup sûr. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte qui fait dodo? Il y a le Kodama. Est-ce qu'on a besoin de le prendre en rare? Je suis pas sûr. Peut-être qu'on va pas se prendre les emplacements de rare avec le Kodama. On va juste le garder comme ça pour avoir de l'endormi avec lui. Ok. Qu'est-ce qu'on risque d'avoir besoin d'autre? Des cartes qui s'ancrent toutes seules. Donc là, par exemple, l'aloe vera. Aloe vera. J'en ai malheureusement pas 3 en rare. Mais est-ce qu'on a besoin des rares? Je ne sais pas, vu qu'on peut les ancrer avec Arjun. On va partir sur de la commune. Alors, l'aloe vera, est-ce qu'on veut plutôt l'aloe vera ou est-ce qu'on veut plutôt... Après, le ravitaillement, c'est bien, donc on a besoin de l'aloe vera, en vrai. Des cartes qui s'ancrent, on peut mettre le vendangeur, le fuseau. Le vendangeur de fuseau parce qu'il s'ancre tout seul. Il coûte 1, c'est un petit après vous, ça peut être intéressant. Ça peut être une carte qui arrive rapidement. Un peu en dernier recours, on met l'endormi avec le Kodama, on met notre carte qui a fugace et lui il arrive et pof, on joue le festival. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre? On peut encore mettre 8 rares. Alors dans mes uniques, j'ai elle qui peut ravitailler. Est-ce qu'on a un peu besoin de ravitailler? Ça peut être intéressant. Par contre, le deuxième effet, il marcherait pas. On va aller voir les uniques que j'ai. Parce que je sais que j'en ai peut-être eu quelques-unes de nouvelles. On va aller voir ce que j'ai. Alors, celui-là. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, un personnage ciblé gagne un boost. Donc ça peut permettre de mettre des cartes de la main en réserve. Donc ça peut fonctionner avec la Coppelia. Donc celle-là peut être très intéressante. Surtout que c'est un effet flèche. Et si vous contrôlez au moins 2 plantes, autres que moi, ravitaillez. Pour le côté plante, ça va être difficile, mais le côté mettre une carte de la main en réserve, ça peut vraiment être intéressant. Lui, il dit quoi? Si vous contrôlez
au moins 3 personnages, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Alors là, il faut avoir 3 personnages. Le problème, c'est qu'avec Arjun, j'ai l'impression que c'est difficile d'avoir 3 personnages si on n'arrive pas à les ancrer nous-mêmes. Et en réserve, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Ok, donc lui, il peut mettre 2 cartes de la main en réserve. Ça peut être intéressant, surtout quand il vient de la réserve. On n'est même pas obligé de le faire de la flèche. Avec la flèche, on peut attendre qu'il soit en réserve. Et en réserve, ça coûte que 1. Donc pour 1, avec la Coppelia, paf, on peut avoir une carte qui va en réserve. Donc ça, on va se garder cette option-là. Ça peut être intéressant. Au moins un repère, on va jouer le Festival Lyra, est-ce que ça vaut le coup? Ça peut être intéressant, je suis pas sûr que ce soit le mieux. J'aime bien le côté de rendre fugace à toutes les créatures. Ah, ça peut aussi nous servir à nous, si on n'arrive pas à avoir de créature fugace, on peut se cibler nous en fait. Donc ça peut être intéressant aussi cette carte-là. Donc on va regarder ça. Et le crépuscule, chaque joueur peut piocher une carte. Enfin, chaque joueur pioche une carte. Ça nous fait de la pioche, mais ça fait de la pioche à l'adversaire, je suis pas un grand fan. L'avantage c'est que si je l'ancre, ça fait 2 cartes que je pioche, donc ça peut être intéressant quand même. Salut Taitu. Salut Taitu. Du coup ouais, donc je sais pas. C'est une carte qui peut permettre de faire du CA, mais ça fait du CA à l'adversaire. C'est ce que je suis pas grand fan, mais bon. Les Kitsu en même temps, ils font que ça. Si vous contrôlez au moins 3 personnages, jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun un boost. Ça peut être intéressant. Celui-là, c'est du saboté, c'est pas rentable. Maintenant, j'ai des cartes quand même un peu mieux. Pour Arjun Festival. Celle-là coûte 6, donc elle peut pas s'ancrer, elle coûte trop cher. Elle a défenseur. Lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, vous pouvez défausser une carte de votre réserve. Si vous le faites, jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun un boost. C'est pas fou. Et lui, si vous contrôlez 3 personnages ou plus, un personnage ciblé dans votre autre expédition gagne 2 boosts. C'est pas fou. Donc là, moi il y a celle-ci qui me plaît plus déjà. Pouvoir mettre des cartes de la main en réserve. Et potentiellement soit celle-là, hein, soit celle-là. Soit pour avoir de la pioche ici, avec le Arjun on va essayer de l'ancrer, donc on peut avoir 2 fois de la pioche. Soit ça, avec les repères, vu qu'on va jouer festival, potentiellement on peut essayer de ravitailler et donner fugace à soit nos cartes, soit pour avoir les conditions pour festival, soit les cartes de notre adversaire. Donc j'ai l'impression que celle-là peut être presque mieux. Donc on va déjà rajouter celle-là, parce que elle peut potentiellement, si on arrive à avoir 3 personnages, mettre 3 cartes, 2 cartes en réserve, 3 cartes si on compte l'effet flèche, et notamment elle peut comboter avec la Coppelia. Et du coup la dernière c'est soit je mets la danseuse, soit je mets la Kitsune. On pourra tester avec les deux, on pourra alterner avec les deux. Je vais commencer avec la danseuse, que j'aime bien le principe de pouvoir donner fugace à toutes les cartes de mon adversaire ou à toutes mes cartes pour avoir les conditions de fugace pour le Festival Lyra. Ok. Donc au niveau de la decklist, pour le moment, on a quoi? On a mis du vendangeur pour avoir des petits après-vous, pour avoir une carte qui s'ancre facilement si jamais on galère à ancrer avec Arjun, ou si on n'arrive pas à avoir les cartes de réserve qu'il faut ancrer, c'est-à-dire on va les mettre. Donc ça fait des petits après-vous. Élémentaire de Kelon, on en a 2. 3 avec l'unique qui permet donc de potentiellement de mettre la Coppelia de la main en réserve pour avoir une carte endormie gratuit. La Kodama qui vient endormie gratuitement. La Esmeralda qui va me permettre de mettre une carte de ma main en réserve. Si je le fais, je gagne un boost. Donc ça peut permettre de mettre une carte qui va aller ancrer. Ça peut permettre de mettre une carte qui va être défaussée pour Arjun. Donc ça reste intéressant. Ça peut permettre de mettre une Coppelia qui va venir en jeu gratuitement. Donc là on a 4 cartes qui mettent de la main en réserve. Qui donc peuvent permettre de jouer avec la Coppelia. Donc là il me faudrait que je trouve une 3ème Coppelia. À un moment donné. Tac tac tac. Et pour le moment, on a la Derceuse étoffe qui permet de ravitailler si on contrôle un repère. Et qui permet de faire donner fugace à tous les personnages contrôlés par un joueur. Du sommeil réparateur pour gagner de l'endormi. Du Festival Lyra pour essayer de gagner avec ça. Du coup, ce qu'on va avoir besoin... comment elle s'appelle? Soigneuse. La soigneuse Muna.
La rare, on s'en fiche. On peut encore avoir 8 rares. Hein. Donc on va doser là-dessus. Et le deuxième, c'est le druide. Le droïde. Le droïde, il a quoi? Jusqu'à une plante cible et gain de boost. Non, on va pas jouer trop plantes. Donc voilà. On va plutôt mettre ça. Ok. On a des cartes qui ancrent. On va avoir besoin de la fille d'Yggdrasil pour de la pioche. Et donc là, on va la prendre en rare. Donc ça nous fait... Il nous reste 5 rares possibles. En termes de créatures, j'ai 25 personnages. On va essayer d'aller chercher peut-être des sorts. En termes de sorts. En termes de sorts, qu'est-ce qu'on va vouloir? On peut potentiellement aller chercher une carte qui donne ancré. On n'a pas besoin forcément de la rare, mais on peut aller chercher une carte qui peut permettre d'ancrer. On peut aller chercher potentiellement de l'abreuver pour donner des boosts. Si on veut donner des boosts. On peut aller chercher du contrôle avec la moisson de mana. On peut aller chercher du contrôle avec le entraînement capella. Avec le cocon d'étoffe. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Hop là. Est-ce qu'on veut du récolté? Je pense que le récolté, on en veut un peu. On va en mettre 3, on verra si on réduit après. Là, il me faut que de la rare maintenant. Et je peux mettre que 5 cartes de plus. Le abreuvé, je pense qu'on n'en a pas besoin, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée du deck. Donc là, il va nous falloir les cocons. Les cocons et les entraînements. Je pense que c'est ce qu'il nous faut. La question, c'est est-ce que je mets des fuseaux en me disant je fais en sorte qu'on ne soit pas trop contrôlé? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On a mis du récolté, est-ce qu'on met de la moisson de mana aussi? Alors elle fait quoi la moisson de mana rare? Mettez un personnage ciblé. Elle a juste pas fugace, ok. Est-ce que c'est pas mieux la moisson de mana que le cocon? À part que ça donne dans le mana. Déjà de l'entraînement capella, je pense qu'on va en mettre 3. On va voir combien de sorts. On a 12 sorts. On va mettre 2 moissons, parce que je préfère la moisson. Elle n'a pas vraiment de conditions pour cibler une cible. Pour cibler un personnage. Et ça peut gérer aussi bien un permanent que... Attends, ça gère les permanents aussi. Permanent au personnage. Là où le cocon, il va pouvoir gérer les permanents facilement. Mais moins facilement les personnages s'ils sont pas ancrés, fugaces ou endormis. J'espérais bien quelque chose comme ça. Pour essayer de gagner au festival. Après, il y avait dans l'idée aussi... Il y avait les permanents. Il y a un permanent que je trouve intéressant à tester aussi. Notamment dans Arjun. C'est celui-là. Qui ravitaille à midi. À tous les midis. Un peu comme l'aloe vera. Sauf que ça ravitaille tous les midis. Donc l'avantage, c'est de donner des ressources à Arjun. Ça donne des ressources à Arjun. Ça peut permettre d'aller chercher des cartes qu'on nous manquerait, notamment le festival et autres. Ça donne du CA. Je me dis que ça peut être intéressant à tester. Ça peut être vraiment intéressant à tester. J'ai bien envie de... D'ailleurs, je vais peut-être retirer un peu de contrôle. Tant pis pour le moisson de mana. On va retirer le moisson de mana et on va tester avec les 2 permanents. Les 2 comme ça. Je vais juste faire un test. Alors 4, ça coûte 4, ça coûte cher. Mais si on peut avoir de la plus-value comme ça peut être bien. On va voir ce que ça donne et on changera au fur et à mesure. On va aller se faire quelques petites games avec. Il est légal là? Il est légal. Ok, parfait. Testons ça. Alors contre un Kojo, ouais, ça va être difficile parce que lui va être très aggro au début. J'ai déjà le festival, j'ai déjà un Kodama, j'ai une fille d'Yggdrasil.
Je pense que je dégage une fille d'Hydrasil. C'est moi qui commence. Est-ce que j'ai envie de dégager ça? Ça peut être un tour 2 avec ça en vrai. Celle-là, elle est bien aussi, elle rentre bien là. Vas-y, on va dégager ça. On va tester comme ça, on va dégager ça, on va garder la fille, on va garder ça qui peut me faire un contrôle. On va faire piocher, et faire piocher un Kojo, c'est pas... Enfin, un bravo, c'est pas forcément le mieux, mais bon. Profitons-en. On peut avoir ça en deuxième. En tour 2, qui peut permettre de ravitailler un peu. En défaussant la fille d'asile. Peut être intéressant aussi. Ok, je joue ça. Moi, je vais passer, il va avancer de son côté. Le prochain tour, il est un peu plus fort, du coup, parce qu'il aura le Kojo. Il aura le Bouddha, pardon. Qui sera un peu plus fort. Il aura deux d'un côté. Il aura juste à mettre de la force de l'autre côté. Là, on est sur de la flotte, donc c'est intéressant. Là, il n'y a pas de flotte pour le tour d'après, donc c'est chiant de l'ancrer, lui. J'ai un dodo potentiel, j'ai un fugace potentiel, ce qui peut être intéressant. Faire fugace, ta créature qui me jouera, et d'ancrer mon aloe vera en défaussant le fugace. Comme ça, je garde des grosses stats quand même. Ou alors même, j'ancre ça. Hein. Du coup, il faut que je défausse une carte. Peut-être virer le endormi. Virer le endormi, ouais. Soit il rejoue ça. Il nous joue un Sun Wukong. Et ben c'est parfait, on va faire fugace. Et on va fugace ce truc là. Comme ça on voit ce qu'il fait. Moi je peux quand même prendre une XP d'un côté. Le truc c'est que si je me mets en face du Sun Wukong, je l'empêche pas d'avancer. Par contre si je me mets en face du Bouddha, je l'empêche d'avancer. Ok, viens ici. Donc on va faire pouvoir d'Arjun. Je vais défausser l'entraînement Capella. Je vais aller ici. Au moment où on fait du égalité, lui il perd une carte importante pour lui, ça l'épuise un petit peu, c'est pas mal. Là nous on va avoir un peu de plus-value avec l'aloe vera. Je pense que ça on va pas forcément en avoir besoin, mais d'un autre côté, je peux jouer cette carte là. Je peux faire ça avec ça. Je peux faire ça aussi. Ouais, on va garder la fille Drazi, je pense qu'on va vouloir piocher un peu. Ok, un petit Kodama. Un petit Kodama. Lui, il prend des boosts. Je vais faire le pouvoir d'Arjun.
On va défausser ça. Et on va jouer Figue d'Hydrasil. Ça va nous faire piocher. Et ça nous ramène du body. Ah, dommage que j'ai payé ça plus tôt. Ok. On peut rajouter encore 2 de 3-3, enfin d'un côté ou de l'autre. Il fait une intimidation sur quoi? Sur ça, certainement. Ok. Eh bien, si t'as envie d'aller chercher des stats là-dessus, il peut me mettre 3, il peut m'empêcher d'avancer là. Est-ce que j'ai envie d'être sûr de pouvoir avancer d'un côté? On veut être sûr d'avancer d'un côté, donc on va faire ça. L'idée, c'est qu'on va chercher l'égalité pour essayer de se focus sur le festival, hein, à un moment donné. L'avantage, c'est qu'il me refera piocher moi aussi, donc ça me va. Il va falloir que je joue le festival à un moment donné, surtout si je veux pouvoir jouer ça derrière. Ah, l'intimidation renvoie les permanents en main aussi. Ça, c'est relou. Passer. Je sais pas pourquoi t'as joué ça. Ouais, mais tu ne passeras pas en fait. Je vois pas l'intérêt. J'ai pas compris l'intérêt là. À part s'épuiser de la main, je vois pas l'intérêt. On va être à 6 de mana, ça me coûte 4, c'est un peu chiant. Deux dodo. On va en garder un de toute façon. Là j'ai pris un d'avance, donc même s'il prend les deux côtés, il prendra juste un d'avance par rapport à moi. Donc est-ce que ça vaut vraiment pas le coup de mettre... Est-ce que ça vaut pas le coup de mettre festival, hein? Ou alors je lui fais faire dodo ça, et je peux ancrer mon aloe vera derrière. On va faire un petit après-vous pour voir ce qu'il fait, et je pourrais me placer en conséquence. Je pourrais me placer et jouer en conséquence, donc ça peut être pas mal. Là, je vais le forcer surtout à jouer des cartes pour qu'il s'épuise. Parce que moi je joue festival pour piocher derrière, et ça lui mettra une pression pour le prochain tour en fait. Il booste son mot. Pour piocher une carte, très bien. Donc là, je me set up avec mon aloe vera pour piocher. Tu vois, il avance que de 1, donc en vrai, je peux me permettre de jouer festival en fait. Hein. Piocher une carte, on va se set up tranquillement. J'ai un autre festival, c'est très bien. J'ai un ravitaillé. Je dois défausser une carte vers le mana. Du coup, celle-là va pas trop me servir, j'ai l'impression. Après, là, j'ai mon permanent, donc je peux ravitailler. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que je dégage? Ça, peut-être? Ça, c'est un ravitaillement avec un après-vous.
va saboter. Il sabote quoi? Mon dodo peut-être? Sabote mon dodo. Il me sabote mon dodo. J'ai envie de jouer ça. Soit je joue mon aloe vera en me disant je me setup, ouais, mais je peux pas l'ancrer. Je peux pas l'ancrer, c'est chiant. Non, on va jouer ça. Ça. Et on va mettre ça ici. Ça va le faire piocher, c'est pas grave, il va peut-être trouver des solutions intéressantes pour lui. Mais moi je trouve des trucs aussi pour moi. Ok, l'intimidation, il me le renvoie en main. Ça te coûte cher, bonhomme, quand même. Le truc, c'est que si je mets ça, je sais que je passe, mais il passe des deux côtés. Ça m'enquiquine un peu. Si je fais ça, je ravitaille. Et par contre, si je passe quand même. Je vais faire ça. La question, c'est est-ce que je me donnerais pas fugace à moi? De toute façon... On va déjà faire ravitailler. Ok, c'est pas mal. On va le rendre fugace lui. Comme ça, il va perdre des ressources. Il est obligé de jouer ça s'il veut passer ou un autre truc. Ok, très bien, il joue un autre truc. Il m'empêche d'avancer, il avance. Très bien. Ça joue des cartes... Ça joue beaucoup de ressources. Il s'épuise beaucoup. Après, il est sur un tour fort. Il a déjà joué 2 intimidations, donc j'espère qu'il n'en a pas une troisième, parce que sinon je pète un câble. Hein. Par contre, ouais, c'est galère, c'est avoir... J'ai la Copélia, mais malgré les 4 cartes que j'ai qui mettent en réserve depuis la main, ça a du mal. Hein. Oh, le ravitaillement qui arrive beaucoup trop tard, mais j'arrive pas à voir ce que je joue, c'est dingue. Il me manque le endormi, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal avec Mouna pour le festival, parce que le endormi est très dur à avoir. Hein. Ça, c'est trop tard, ça va dégager. C'est beaucoup trop tard, parce que là, si je perds ce tour-là, si je perds les deux côtés, là, c'est mort. Comme il est sur son tour fort, ça va être complicado. Ok, on va faire un petit après vous là. Il peut plus jouer ça déjà. Et donc jouer ça. Ça me coûte que 2, ça ravitaille, ce qui est pas mal. On va mettre une carte de notre main en réserve.
J'ai 2 plantes. Ah là, ça tombe bien là. Je vais pouvoir mettre ça en réserve. Gagner. Je vais pouvoir gagner du coup le endormi. Il va juste me manquer le ancré. Il va me manquer le... Ah non, c'est bon, j'ai tout. J'ai rien dit. Et ben, let's go, on va faire ça. On va mettre ça. Ça. On va booster elle. On va jouer Gobelia gratuitement, ici. Et là, on a le dodo, le fugace, le ancré. On a gagné. On a gagné au festival. Que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. Donc voilà, le deck Arjun Festival, là, il a plutôt bien tourné. Après, c'est un bravo, donc ça a moins de contrôle. Merci, merci, merci pour le GG. Donc ça a moins de contrôle, mais du coup, c'est quand même pas mal. Mais c'est compliqué pour avoir le dodo comme il faut, quoi. Ah, pour ça, il me faudrait une Coppelia de plus. Des cartes qui mettent de la main en réserve, c'est bien. Il en faudrait peut-être plus. Mais là, j'en ai quand même 4. Donc bon. Voilà une piste qui peut être intéressante pour un Arjun. Notamment pour le tournoi de samedi prochain, pour ceux qui sont intéressés. Pardon. Alors, ce que je vois, c'est que typiquement, le recycleur Axiom, ça va être difficile. Donc peut-être avoir du contrôle en plus. C'est pas déconnant. On va virer lui et on va rester sur notre moisson de mana. Pas des permanents, pardon. Hop là. On va rester sur de la moisson de mana, histoire d'avoir plus de contrôle. Soit ça, soit qu'est-ce qu'il y aurait en personnage rare. Alors attends, on va laisser et on va regarder ce qu'on peut avoir en personnage rare. Ça pourrait être intéressant. Pas de la moisson. Alors on aurait la Esmeralda qui ravitaille hein, si on veut encore de la ressource. En vrai ça peut être intéressant hein. Parce que ça coûte que 2, donc c'est un bon petit après-vous. Enfin c'est un après-vous un peu cher mais ça reste un après-vous. En plus on est faible en eau et montagne donc ça boosterait un peu ces biomes là. On peut être contrôle en mettant la danseuse aussi. Un peu plus contrôle en tout cas. On peut avoir de l'ancré en plus avec le champignon qui va se booster en plus, tout seul. Là, Aja, c'est du gros body, ça met une carte de notre main en réserve, en mana, pardon, mais c'est compliqué. Bon, ça peut ancrer derrière. Il y a ça qui ancre aussi. Il y a une plante. Lui depuis la réserve qui ravitaille. King's pas trop intéressant. Hein. Non, on n'a pas de personnage, on booste très peu les personnages, donc non. Non, en vrai, la Esmeralda, je peux peut-être tenter avec l'Esmeralda, tiens, plutôt que le permanent. Parce que le permanent, il est un... La moisson, par contre, c'est le contrôle, mais le permanent est un peu cher. Mais là, la Esmeralda coûte moins cher pour ravitailler, donc c'est bien. Elle est légale, allez, on refait une partie. Hop là. Et c'est parti pour Arjun Festival de nouveau. Et encore moi qui commence. On joue contre un Akesha, donc ça va être très chiant là. On a encore le festival en main de départ. On a un entraînement à Capella. On a ça qui peut être bien si on chope la Coppelia. Qu'est-ce qu'on a envie de faire là? Est-ce qu'on joue le Kodama en se disant ouais on perd un tour, tant pis, et après on lui fait un entraînement Capella. Donc ça il y en a déjà un qui dégage.
Ou est-ce qu'on fait tour 1, tour 2, enfin ça dans le tour. Regarde ça. J'aurais bien envie de garder ça quand même, mine de rien. J'aurais envie de garder ça en me disant si je chope la Coppelia c'est bien. J'ai presque l'impression que le festival va dégager. Il peut y avoir aussi dans l'idée, c'est on joue ça tour 1, on met ça en réserve pour avoir la capacité d'ancrer pour le prochain tour. Ça veut dire qu'on dégage ça. J'ai l'impression quand même que le festival il dégage, malheureusement. Ah, le choix de main de départ est difficile. Il est difficile et difficile. On va dégager ça, tant pis. Je préfère garder le festival parce que j'en ai que 3, c'est dur à avoir. Si je le dégage tout de suite, j'arrive à repiocher l'autre. C'est compliqué. On va faire ça. On va mettre ça. Parce que là, l'avantage, c'est que je pourrais directement ancrer lui pour qu'il reste, potentiellement. Ok, je joue ça. Allez, je vais l'ancrer. Je vais l'ancrer, comme ça je le garde et au prochain tour, je peux me permettre potentiellement de jouer festival. En me disant bah j'ai une carte déjà sur le terrain, donc... Ah putain, je tombe sur le biome forêt. C'est relou. Ah, c'est lui qui joue en premier. Et des fois ça récupère ça, ouais. Il va me faire un après vous. Eh ben écoute, allez, on s'expose. On repioche un festival, bon. C'est pas, si le gère, c'est pas très grave, je vais en repiocher un autre, mais bon. J'aurais préféré piocher autre chose là, clairement. Après, il a de la gestion pour le gérer, il a le portail de bannissement, mais s'il le gère pas, s'il le gère maintenant, ça veut dire qu'il me laisse avancer là. Il me joue ça, très bien. Ouais, y a pas de souci, joue-moi ça. Pas dit problème. Mes copillages, j'en ai que 2, faut pas que je dégage les copillages, c'est chiant, on va dégager ça, donc tant pis. Ça c'est dommage, c'est pas un effet flèche. Très bien. Est-ce que je rejoue ça? Je vais jouer là. Je vais jouer là.
Et 3-3 ici. Ouais, mais là, passe quoi qu'il arrive. Je passe. Il a une pioche. Il fait pas la pioche, ok. Contre le chat, c'est difficile hein, parce que malheureusement, elle a du contrôle. Alors. Là, il y a du choix intéressant parce qu'il y a un monde où je peux gagner ce tour-ci. Là, j'aurais pas les 3 personnages. Mais par contre, je peux quand même jouer ça pour 2. Jouer ça pour 2, mettre ça ancré derrière. Mais il me manque le fugace. Il me manque le fugace. C'est le problème que j'ai, c'est qu'il me manque le fugace. Je peux faire 3. 2. Mais il manque le fugace. Celui-là, je peux me donner fugace avec tout. En jouant ça et ça. Tac. Donc il y a un monde où c'est ça qui part en... Ça qui part en mana. Hein. Il y a un monde, c'est ça qui part en mana. C'est ça qui part en mana, je crois. Parce que lui, il va me permettre de ravitailler, donc il peut me donner le ancré aussi. Ok, il me sabote ça. On va très bien pouvoir ravitailler, justement, du coup. On va faire ça. Hein. On va ravitailler, je peux avoir le ancré avec ça. On va cibler nous. On va cibler nous parce que du coup, je vais essayer d'avoir la condition là. Je vais le forcer à Zou, en fait. Là, j'essaie de le forcer à Zou parce que là, il va se dire, ok, il peut avoir les conditions, il a besoin du fugace peut-être. On va jouer la combo, ça va le forcer à Zou. Ça va le forcer à Zou. Parce que là, il sait que j'ai tout pour gagner. Et si Zou, après, il a plus grand chose à jouer. Donc je reprends 2 expéditions. Alors, est-ce qu'il a un autre Zou en main? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. S'il a un autre Zou en main, bah, GG à toi. Il a bien pioché. Il a pas de Zou en main. Je sais pas pourquoi il a pas de Zou avec son skill en réserve. Par contre, là, j'ai plus de main. C'est-à-dire qu'il a un truc, je suis fini. Hein. Le problème de Mouna, voilà, c'est que ça pioche pas, ça ravitaille pas, c'est très complexe. Et donc, du coup, c'est complexe pour avoir les conditions de victoire. Malheureusement. Il faut 2 plantes pour ravitailler, donc c'est compliqué. You may put a card from your hand if you do. Target creature gain 1 boost.
Je vais mettre en mana, hein. De toute façon j'ai pas les moyens de mettre en mana. On va aller sur ça. Hein. On a du ravitaillement encore. On va faire ça. Pareil, je vais essayer de le forcer à jouer des zoos, des trucs pour gérer mes créatures. Alors, il a 4 en forêt. Je peux aller jusqu'à... Très bien, un petit ancré. Qu'est-ce qu'on veut ancrer? La question, c'est ça. Après, il est sur l'eau. Il m'empêche d'avancer. La question, c'est est-ce qu'on a envie d'ancrer, là? Je suis pas sûr. On va se garder une carte sur le terrain, quand même. Le contrôle de Akesha, trop chiant. Trop chiant. Beaucoup trop chiant. Il dégage ça, il va récupérer son zoo pour 2. La question, c'est est-ce que je mets en mana? Pas spécialement. Hein. C'est sûr qu'il allait faire ça. Ok, très bien. Mhm. Qu'il a un Sakarabrou à jouer. PS10, si je joue Sakarabrou, il a moyen de... Ok, il a joué son zoo. Je sais pas si je dois jouer ça ou ça. Je vais jouer ça. Piocher une carte de mon côté. Ça le fait piocher aussi, ça me fait chier, mais bon.
J'ai besoin de piocher. Ça s'épuise trop, Arjun, c'est pas fou. C'est pas fou, vraiment pas fou comme perso. Et... elle va pouvoir récupérer un sort de son... Ah, ça veut dire qu'il a le petit pas bon de géant. Il me fait GG, c'est qu'il a le petit pas bon de géant. Allez, fais ton petit pas bon de géant là. Voilà. Quand il y a trop de contrôle, c'est très très chiant à caler le festival, malheureusement. Ok. Voilà pour les decks qu'on a pu faire, enfin pour le Arjun en tout cas qu'on a pu faire aujourd'hui. Je pense que le Arjun Festival il peut avoir un petit avenir. Après il faut vraiment qu'il y ait de la pioche. Il faut avoir je pense vraiment des uniques qui piochent, qui ravitaillent, des choses comme ça. Il faut avoir un moteur à pioche à ravitaillement pour vraiment que ça fasse quelque chose. Parce que ça s'épuise extrêmement vite le fait de pouvoir activer son pouvoir. Et là on l'a vu, hein, dans cette partie là je l'ai pas utilisé je crois. Je l'ai pas utilisé ou une fois. Donc c'est le problème de ce héros là, c'est que chez Moona il y a tellement de cartes qui peuvent ancrer de la réserve gratuitement sans avoir besoin de défausser une carte. Enfin, elle se défausse déjà d'elle-même. Je suis pas sûr que ce héros là soit vraiment fort pour ça. Le seul intérêt qu'il a, c'est qu'il va pouvoir ancrer des cartes qui n'ont pas la capacité de s'ancrer d'elles-mêmes dès le début. Mais ça veut dire que tu joues la carte, à s'ancre tout de suite. Donc le mec il te fait un zoo, au revoir ta carte et t'as payé ton pouvoir de personnage pour rien. Là où avec les capacités de support, tu peux très bien dire je joue pour 3, capacité de support, j'ancre. Donc j'ai du mal à retrouver un intérêt réel pour Arjun. Maintenant, quand on n'a pas les capacités de support, ça reste toujours intéressant de pouvoir se dire que n'importe quelle carte, je vais pouvoir l'ancrer grâce à mes cartes en réserve. Notamment un petit sort pour un que je vais jouer qui va aller en réserve. Donc après derrière, paf, j'active mon pouvoir. Donc je fais un après vous. Plus derrière, j'active mon pouvoir, j'ancre une carte. Donc c'est intéressant. Mais ça s'épuise énormément. Ça défausse des cartes comme pas possible. C'est vraiment un peu compliqué. C'est compliqué à jouer. Là, je l'ai orienté festival. Il y a peut-être un monde où on faut peut-être plus l'orienter. On peut l'orienter festival, mais peut-être en seconde manière de gagner et se dire ok, je vais mettre un peu plus de corps, un peu plus de body dans mon deck pour avoir des cartes plus solides et qui vont pouvoir me permettre de prendre des expéditions. Alors on l'a déjà plus ou moins avec la Yggdrasil, mais on pourrait penser à comment il s'appelle, Cernunnos, qui est une 4-4-4 pour 3, donc qui est quand même un bon body. Même la Aja, mine de rien. Et la Aja peut être intéressante parce que la rare, elle met en mana, mais surtout qu'elle permet d'ancrer depuis la réserve. Donc elle peut booster notre mana et le mana de notre adversaire, donc nous faire économiser des cartes pour le tour d'après potentiellement. Peut ancrer derrière, donc il y a des choses potentielles à faire. Voilà en tout cas pour la soirée. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas lancer une game, ça ne sert à rien. Donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début de live que j'ai organisé un tournoi. De toute façon vous voyez dans le chat ça spam. J'organise un tournoi le samedi prochain, donc samedi 7 décembre à 21h. Il commence à 21h, il se termine je pense avant minuit parce que le temps de faire 5 matchs sur BGA.
C'est en mode amical. La seule chose qui est demandée, c'est que les seuls héros qui sont autorisés, c'est Sierra, Hatsadi, Aurak, Arjun, Gulrang et Lindiwe. Voilà, donc vous venez avec votre deck de ce type-là, on fait 5 matchs, on enchaîne 5 matchs, vous restez avec ce deck-là, parce que BG, on peut pas contrôler ou interdire chaque personne d'utiliser tel deck, non, on peut pas faire ça, donc on fait confiance à tout le monde, restez avec votre deck, vous jouez avec ce deck-là du début jusqu'à la fin du tournoi. Moi, si j'ai besoin de jouer, je jouerai, sinon je ferai du commentarié, c'est-à-dire je prendrai une game au pif et je la montre et on la streamera pour faire un peu de commentarié. Bien sûr, il faudra qu'on soit suffisamment nombreux, parce que là pour le moment, en inscrit officiellement, il n'y en a qu'un, mais il y a 6 personnes en plus qui n'ont pas encore pioché sur la case s'inscrire au tournoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien que vous avez dans le chat vous permet d'aller sur le tournoi du BGA et après faire s'inscrire à ce tournoi pour être sûr d'être validé à la participation du tournoi. Sinon, vous ne serez pas participant. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à mercredi pour un nouveau stream où je pense qu'on partira peut-être sur Aurak justement pour le tournoi parce que c'est un des héros que j'ai peut-être le moins vraiment essayé de build derrière. Donc, on partira certainement sur un Aurak dans le deck build. Voilà, bonne soirée à tout le monde et à mercredi.